Personne ne mérite davantage notre gratitude que Marshall Rosenberg qui vient de nous quitter. Toute sa vie, Marshall a incarné le titre de l'un de ses ouvrages, « Parler de paix dans un monde de conflits ». Il avait toujours à l'esprit la maxime, ou l'avertissement, qui sert de sous-titre à la version anglaise de ce livre, « Ce que vous allez dire maintenant va changer votre monde ». Notre réalité personnelle contient toujours une histoire, et dans l'histoire que nous vivons dès le plus jeune âge, le langage occupe une place fondamentale. Ce constat a modelé la manière dont Marshall aborde la résolution des conflits, amenant les gens à se parler sans jugement, reproche, ni violence. Les visages furieux des manifestants qui nous mettent si mal à l'aise quand nous regardons le journal télévisé ne sont pas que des images. Derrière chaque visage, chaque cri, chaque geste, il y a une histoire. Nous nous cramponnons tous à la nôtre, car elle sert d'ancrage à notre identité. Alors, quand Marshall nous invitait à parler un langage de paix, il nous invitait en même temps à adopter une nouvelle identité. Il s'en rendait parfaitement compte. Comme il le dit à propos de la communication non violente et du rôle du médiateur dans cette 3e édition, nous essayons de vivre un système de valeurs différent tout en recherchant un changement social. Dans ce nouveau système de valeurs, tel que Marshall le voit, les conflits se résolvent sans faire appel aux compromis frustrants habituels. À la place, les parties en présence s'abordent l'une l'autre avec respect. Elles s'interrogent sur leurs besoins respectifs et dans une atmosphère dénuée de passion et de préjugés, elles entrent en connexion. Quand on observe un monde en proie aux guerres et à la violence, dans lequel on pense souvent qu'il y a nous et les autres, et où des États sont capables d'enfreindre toutes les règles de la civilisation pour commettre des atrocités insupportables, un nouveau système de valeurs paraît bien éloigné. Lors d'une conférence européenne de médiateurs, un sceptique a critiqué l'approche de Marshall en la qualifiant de psychothérapie. En langage populaire, Marshall ne nous demande-t-il pas d'oublier simplement le passé et d'être amis? Un objectif bien difficile à atteindre, non seulement dans une région en guerre, mais dans n'importe quelle affaire de divorce. Où que l'on soit dans le monde, on adhère à un système de valeurs. Non seulement il est impossible d'échapper à ces systèmes, mais les gens en sont fiers. De tout temps, les guerriers ont été à la fois appréciés et craints dans le monde entier. Les Jungiens nous disent que l'archétype de Mars, le dieu de la guerre, est profondément ancré dans l'inconscient collectif, rendant le conflit et l'agression inévitables comme un vice inhérent à notre nature. Pourtant, on peut voir la nature humaine autrement, comme le montre ce livre avec éloquence. Il faut s'y intéresser, car c'est notre seul véritable espoir. Cet autre point de vue ne nous identifie pas aux histoires que nous vivons. Ces histoires sont des fictions créées par nous-mêmes, qui restent inchangées sous l'effet de l'habitude, de la pression du groupe, des anciens conditionnements et du manque de conscience de soi. Même les meilleures histoires contribuent à la violence. Si vous voulez utiliser la force pour protéger votre famille, vous prémunir contre des attaques, lutter contre les méfaits des autres, prévenir la criminalité et vous engager dans une guerre prétendument juste, vous avez été séduit par le chant des sirènes de la violence. Si vous décidez de ne pas jouer ce jeu, il y a de grandes chances que la société se retournera contre vous et vous le fera payer. En bref, il n'est pas facile de trouver une issue. En Inde, il existe un ancien modèle de vie non violente qui s'appelle l'ahimsa. L'ahimsa se définit habituellement comme la non-violence, même si son champ sémantique s'étend de la résistance passive du Mahatma Gandhi à la vénération pour la vie d'Albert Schweitzer. Le premier axiome de l'ahimsa pourrait se traduire par « ne fais pas de mal ». Ce qui m'a beaucoup impressionné chez Marshall Rosenberg, qui est décédé à l'âge de 80 ans, à peine 6 semaines avant que je n'écrive ces quelques lignes, c'est qu'il avait compris les 2 niveaux de l'ahimsa, celui de l'action et celui de la conscience. Les actions étant bien décrites dans cet ouvrage sous la forme de principes de la communication non violente, je ne les répéterai pas ici. Être dans la conscience de l'ahimsa est beaucoup plus puissant,
et Marshall possédait cette qualité. Dans un conflit, il ne prenait pas parti et ne s'intéressait même pas fondamentalement à l'histoire des parties en présence. Reconnaissant que toutes les histoires mènent à un conflit, latent ou ouvert, il concentrait son attention sur la connexion entre les gens pour établir entre eux un pont psychologique. On retrouve là un autre axiome de l'Ahimsa. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, c'est la qualité de votre attention. Du point de vue juridique, un divorce est terminé quand les deux parties se sont mises d'accord sur la répartition des biens. Sur le plan émotionnel, en revanche, les conséquences sont bien plus durables. Les personnes concernées ont échangé trop de paroles qui, pour reprendre l'expression de Marshall, ont changé leur monde. L'agression fait partie intégrante du fonctionnement de l'ego, qui est entièrement centré sur « je »,« moi » et « le mien » chaque fois qu'un conflit se déclare. La société fait mine de s'inspirer des saints et de leur vœu de servir Dieu plutôt qu'eux-mêmes, mais il y a un grand fossé entre les valeurs que nous embrassons et la manière dont nous vivons réellement. L'Ahimsa comble ce fossé en élargissant le champ de notre conscience. Le seul moyen de mettre fin à toute violence est de renoncer à notre histoire. Il est impossible d'accéder à l'éveil tant que l'on a un intérêt personnel dans le monde. Voilà ce qui pourrait être le troisième axiome de l'Ahimsa. Cependant, cet enseignement peut sembler aussi radical que le sermon sur la montagne, dans lequel Jésus promet que les humbles hériteront la terre. Dans les deux cas, il ne s'agit pas de changer vos actions, mais de changer votre conscience. Pour cela, vous devez parcourir un chemin allant de A à B, où A est une vie soumise aux exigences incessantes de l'ego, et B, une vie marquée par une conscience désintéressée. Pour être franc, une conscience désintéressée est rarement un objet de désir, mais plutôt une aspiration qui paraît à première vue effrayante et impossible à atteindre. Quelle gratification peut-on espérer si l'on débranche l'ego, dont la seule motivation est la recherche de gratification? Une fois l'ego hors service, reste-t-on sans rien faire, passif et spirituellement inerte? La réponse se trouve dans ces moments où le moi se met en retrait naturellement et spontanément, par exemple pendant une méditation, ou simplement quand on éprouve un profond contentement. La conscience désintéressée est l'état dans lequel nous sommes lorsque la nature, l'art ou la musique suscitent notre émerveillement. L'unique différence entre ces moments, auxquels nous pouvons ajouter toutes les expériences de créativité, d'amour et de jeu, et l'Ahimsa, tient au fait que les premiers vont et viennent, tandis que la seconde est un état stable. L'Ahimsa révèle que les histoires vécues et les égos qui les alimentent sont des illusions, des modèles que nous créons nous-mêmes pour des raisons de survie et d'égoïsme. La récompense que nous apporte l'Ahimsa ne consiste pas à renforcer l'illusion, ce que l'ego cherche toujours à faire en aspirant à plus d'argent, de possession et de pouvoir. La récompense, c'est d'arriver à devenir qui nous sommes vraiment. Il est exagéré d'évoquer une conscience supérieure pour décrire l'Ahimsa. Il serait plus exact de parler de conscience normale dans un monde où la norme est si anormale qu'elle relève de la psychopathologie. Vivre dans un monde où des milliers d'ogives nucléaires sont dirigées vers l'ennemi et où le terrorisme est un acte religieux acceptable, c'est devenu la norme. Mais ce n'est pas normal pour autant. À mes yeux, l'héritage que Marshall nous laisse par le travail de toute sa vie ne réside pas dans la manière dont il a révolutionné le rôle de médiateur, aussi précieux que cela soit. Cet héritage, c'est le nouveau système de valeurs selon lequel Marshall vivait, qui est en réalité très ancien. L'Ahimsa doit être ravivé avec chaque génération, parce que la nature humaine est déchirée entre paix et violence. Marshall Rosenberg a prouvé que l'on pouvait réellement entrer dans cet état de conscience élargi, et que celui-ci pouvait donner des résultats très concrets pour la résolution de conflits. Il ne nous reste qu'à marcher sur ses traces. Si notre véritable intérêt personnel nous tient à cœur,
nous le suivrons. C'est la seule solution dans un monde désespérément en quête de sagesse et de paix. Deepak Chopra, fondateur du centre de soins Chopra Center for Wellbeing et auteur de plus de 80 livres traduits dans plus de 40 langues. Les leçons de mon grand-père. Préface d'Arun Gandhi. Grandir en Afrique du Sud dans les années 1940, au moment de l'apartheid, n'avait rien d'agréable pour une personne de couleur. Surtout lorsqu'on vous le rappelait brutalement à tout moment. Se faire passer à tabac, à l'âge de 10 ans, par de jeunes blancs parce qu'ils vous trouvent trop noirs, puis par de jeunes noirs parce qu'ils vous trouvent trop blancs, est une expérience humiliante qui pourrait conduire n'importe qui à se venger avec violence. J'étais tellement indigné par tout ce qui m'était arrivé que mes parents décidèrent de m'emmener en Inde pour que je puisse passer un peu de temps avec mon grand-père, le légendaire Mahatma Gandhi, et apprendre à ses côtés comment gérer la colère, la frustration, la discrimination et l'humiliation que peuvent susciter des préjugés raciaux violents. Pendant les 18 mois passés auprès de lui, j'en ai appris bien plus que je ne l'avais prévu. Mon seul regret à présent est que je n'avais alors que 13 ans, et que j'étais de surcroît un élève médiocre. Si seulement j'avais été plus âgé, un peu plus sage et un peu plus réfléchi, j'aurais pu en apprendre bien davantage encore. Mais il faut être heureux de ce que l'on a reçu et ne pas en vouloir trop. Voilà un enseignement fondamental de l'art de vivre dans la non-violence. Comment pourrais-je l'oublier? Auprès de grand-père, j'ai appris, entre autres nombreuses leçons, à comprendre la non-violence dans tous ses aspects, à reconnaître que nous sommes tous habités par la violence et qu'il est nécessaire de changer la manière dont nous nous comportons. Souvent, nous ne reconnaissons pas notre propre violence parce que nous la méconnaissons. Nous présumons que nous ne sommes pas violents parce que notre vision de la violence est faite de combats, de meurtres, de coups et de guerres, c'est-à-dire le genre de choses que les personnes ordinaires ne vivent pas. Pour que je puisse intégrer ce concept, grand-père m'a fait dessiner un arbre généalogique de la violence en appliquant les mêmes principes que pour un arbre généalogique classique. Il affirmait que je me ferais une meilleure idée de la non-violence si je pouvais comprendre et reconnaître la violence qui existe dans le monde. Chaque soir, il m'aidait à analyser les événements de la journée, tout ce que j'avais vécu, lu, vu ou fait aux autres, et à les placer sur l'arbre, soit sous la branche physique, s'il s'agissait de violences faisant appel à la force physique, soit sous la branche passive, si la violence aboutissait à une souffrance plutôt émotionnelle. En l'espace de quelques mois, j'avais recouvert tout un pan de mur de ma chambre avec des actes de violence passive que grand-père décrivait comme étant plus insidieux que les actes de violence physique. Il m'expliqua alors que la violence passive finissait par susciter la colère de la victime qui, individuellement ou en tant que membre d'un groupe, réagissait avec violence. En d'autres termes, c'est la violence passive qui alimente le feu de la violence physique. C'est parce que nous ne comprenons ni n'intégrons ce principe que tous nos efforts en faveur de la paix n'aboutissent pas, ou bien que la paix que nous obtenons n'est que temporaire. Comment pouvons-nous éteindre un incendie si nous ne coupons pas d'abord la source qui alimente la flamme? Grand-père insistait toujours avec véhémence sur le besoin d'intégrer la non-violence dans notre communication, comme le fait admirablement Marshall Rosenberg depuis de longues années à travers ses écrits et ses séminaires. J'ai lu avec un immense intérêt le livre de M. Rosenberg intitulé « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Introduction à la communication non violente ». J'ai été impressionné par la profondeur de son travail et par la simplicité des solutions qu'il préconise. À moins, comme le disait grand-père, que nous ne devenions le changement que nous souhaitons voir dans le monde, aucun changement n'aura jamais lieu. Malheureusement, nous attendons tous que l'autre change d'abord.
La non-violence n'est pas une stratégie que nous pouvons utiliser un jour et laisser de côté le lendemain. Pas plus qu'elle ne fait de nous des agneaux ou des mauviettes. La non-violence consiste à inculquer des attitudes positives pour remplacer les attitudes négatives qui nous dominent. Tout ce que nous faisons est conditionné par des motivations égoïstes, ce que nous avons à gagner. Et plus encore dans une société à dominante matérialiste qui tire sa force d'un individualisme à toute épreuve. Aucun de ces concepts négatifs ne contribue à créer des familles, des communautés, des sociétés ou des nations homogènes. Peu importe que nous nous rassemblions dans les moments de crise et que nous prouvions notre patriotisme en brandissant notre drapeau. Il ne suffit pas de devenir une superpuissance en construisant un arsenal capable de détruire plusieurs fois la Terre, ni d'assujettir le reste du monde par notre puissance militaire. Car la paix ne peut se fonder sur la peur. La non-violence consiste à faire émerger ce qu'il y a de positif en nous. Laissons-nous envahir par l'amour, le respect, la compréhension, l'appréciation, la bienveillance et l'attention envers les autres, plutôt que par les comportements égocentriques, égoïstes, avides, haineux, pleins de préjugés, de suspicions et d'agressivité qui dominent la plupart du temps notre pensée. Nous entendons souvent les gens dire « Ce monde est sans pitié, et si l'on veut survivre, il faut devenir impitoyable aussi. » Permettez-moi d'être en désaccord avec cette affirmation. Ce monde est ce que nous en avons fait. S'il est sans pitié aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons rendu impitoyable par nos comportements. Nous ne pouvons changer le monde que si nous changeons nous-mêmes. Et cela commence par notre langage et notre façon de communiquer. Je recommande vivement la lecture de ce livre et l'application des principes de la communication non violente dont il traite. Il s'agit d'un premier pas important vers une nouvelle façon de communiquer et vers la création d'un monde de compassion. Arun Gandhi, fondateur et président du M.K. Gandhi Institute for Nonviolence. Préface de Charles Rogeman. Un peu partout dans le monde, la violence est manifeste. Que ce soit sous les formes très visibles du nettoyage social ou ethnique, de la criminalité, des violences urbaines ou sous des formes plus secrètes dans les familles ou les entreprises, elle prolifère, semant à son tour les graines de la peur et de la haine dans le cœur des individus, réintroduisant parfois le cycle fatal de la vengeance. En France, depuis quelques années, dans un grand nombre de quartiers populaires, des violences, des incivilités rendent la vie des habitants et des professionnels qui y travaillent très difficile et parfois dangereuse. Le sentiment d'insécurité se généralise. Découragés, désorientés, dévalorisés même par leur propre impuissance, les agents des services publics, les travailleurs sociaux risquent d'abandonner à leur sort les habitants de ces cités, aggravant ainsi leur exclusion. Pis encore, les ruptures de la communication et du dialogue entraînent l'agressivité, la montée aux extrêmes, l'incompréhension et les malentendus, pour ne pas dire la haine et la paranoïa entre les uns et les autres. Certains policiers, et même des pompiers, accueillis à coups de pierre dans les cités,